Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce plateau délocalisé de Gabon 24 consacré à la 7e conférence annuelle du RIAFPI. Entendez par là le réseau international des agences francophones de promotion des investissements autour du thème « Investir en francophonie, défis et opportunités ». L'événement a donc lieu à Libreville au Gabon. Plusieurs thèmes sont abordés. Experts et investisseurs prennent part à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, j'ai à m'accompagner Monsieur Moussadek Bali, il est président chairman Azalaï Hotels. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors, et juste de l'autre côté, j'ai le docteur révérien Nizigi Yimana. Il est chef exécutif de l'ADP, voilà, de la République du Burundi. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là pour justement la 7e conférence annuelle du RIAFPI. Et avant même d'aborder le thème, parlez-nous du RIAFPI. En 10 ans d'existence, qu'est-ce que le RIAFPI a déjà fait? Je vous donne la parole. Alors, merci de me recevoir sur votre plateau. Moi, je ne suis pas une agence de développement et de promotion des investissements. Je suis un investisseur. Et donc, j'ai eu affaire à une dizaine d'agences de promotion des investissements parce que le groupe Azalaï Hotels a vu le jour il y a une trentaine d'années maintenant au Mali, lorsque nous avons racheté le Grand Hôtel de Bamako. Et aujourd'hui, nous avons des projets dans une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. D'accord. Donc peut-être que monsieur qui est sur le plateau avec moi, qui dirige une agence de promotion des investissements, pourrait faire le bilan du RIAFPI. D'accord, alors donc je vais me tourner vers le docteur Révérien. Alors vous qui êtes directeur général de l'agence de développement du Burundi, qu'est-ce qu'on peut retenir en 10 ans d'existence du RIAFPI? RIAFPI a déjà fait un grand pas, d'autant plus que nous avons pu être rassemblés et commencer à échanger des informations pertinentes qu'on peut mettre à disposition des investisseurs et même des formations de renforcement des capacités ont été menées. Et même aujourd'hui d'ailleurs, parmi les objectifs qui ont fait que nous soyons réunis ici, effectivement, il y aura cette formation de renforcement des capacités dans nos différents cadres. Donc, vous comprenez qu'il y a pas mal d'activités qui ont été déjà réalisées par RIAFPI et qui nous permet effectivement de réaliser efficacement nos différentes missions. D'accord. Alors, le Burundi, en tant que pays membre du RIAFPI, c'est depuis combien d'années déjà que vous faites partie que vous appartenez au RIAFPI? Nous sommes membres de RIAFPI depuis sa création. D'accord. Ouais. Alors, quels sont les résultats escomptés jusqu'ici? Les résultats escomptés, c'est que RIAFPI va nous permettre de nous épanouir, d'atteindre un grand large d'investisseurs, je dirais beaucoup d'investisseurs qui jusqu'ici peut-être ne nous connaissaient pas, ne connaissaient même pas les opportunités d'investissement qui existent au Burundi. Mais avec RIAFPI, on va pouvoir les atteindre et les atteindre efficacement en étant en disposition de différentes informations pertinentes qu'on peut leur fournir. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place par le RIAFPI pour justement l'atteinte des résultats recherchés? Quels sont les mécanismes? Les mécanismes, je vous dirais qu'actuellement, ce qui se fait, c'est d'abord de nous mettre ensemble. Donc, par exemple, je vous dirais que RIAFPI a pu élaborer un catalogue de projets. Et donc, les différents projets structurants qui sont pertinents de chaque pays membre ont été mis ensemble. Et partant, ça, par exemple, c'est un outil mis en place par RIAFPI et qui permet donc de faire bénéficier les différents investisseurs des opportunités en termes de projets qui existent dans les différents pays membres de RIAFPI. Ça, c'est juste un exemple d'un mécanisme que RIAFPI utilise pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et quelles sont les différentes opportunités d'investissement au niveau du Burundi? Au Burundi, il y a pas mal d'opportunités d'investissement. Tout d'abord, j'aimerais, si vous le permettez, commencer par à situer le Burundi parce que peut y avoir des gens qui ne se représentent pas assez bien notre pays. Le Burundi, c'est ce petit pays, je dis petit géographiquement, parce que c'est un pays d'environ 27 000 km² avec une population de près de 13 millions
d'habitants et situé effectivement au cœur de l'Afrique parce que ça a d'ailleurs la forme de cœur humain. Et ça, c'est la première chose. Et puis, c'est un pays qui est dirigé par son Excellence, le général-major Évariste Ndayishimiye. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport aux opportunités d'investissement, c'est qu'avec notre président, l'année dernière, 2023, nous avons entamé une nouvelle ère là où on a mis en place une nouvelle vision, un instrument de politique économique, donc la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. À travers cette vision-là, on voit clairement les secteurs clés donc, qui sont mis en avant et qui sont porteurs des opportunités d'investissement. Quels sont ces secteurs? Là, je citerai, pour commencer, le secteur de l'agriculture. D'accord. Et parce qu'une grande partie de la population burundaise vit de l'agriculture. Et là, effectivement, étant donné que notre pays a une superficie relativement petite, et nous ne misons pas sur, nous ne comptons pas donc de mettre sur le marché des grandes quantités en termes de production, mais nous misons beaucoup plus sur la qualité de notre production agricole, qui est une production qui a, je dirais, une meilleure qualité. Vous vous souviendrez du café burundais, le thé burundais, nos fruits et légumes, les poissons, ainsi de suite. Voilà, ils ont en tout cas une qualité imbattable. Ça, c'est la première chose. Et nous pensons aussi qu'en second lieu, on va miser sur l'agro-industrie, donc la transformation de ces produits-là issus de l'agriculture. Et je n'oubliais pas de mentionner notre secteur des mines, parce que nous avons une large variété de mines. Et pour citer un exemple, vous saurez qu'au Burundi, nous détenons le second stock mondial du nickel, avec 6% des réserves mondiales du nickel, donc 260 millions de tonnes. Ça, ce sont vraiment des opportunités voilà, qui sont là. Et ce qu'il y a en termes d'opportunités, c'est que ces ressources minérales continuent d'être exploitées de façon artisanale. Et nous aimerions que les investisseurs viennent pour les exploiter, mais de façon mécanisée, de façon industrielle, et là, avec des contrats équilibrés, gagnant-gagnant, qui permettent aux investisseurs de gagner, mais aussi à la population burundaise de gagner. Et en fait, il y a quand même le tourisme. Si vous le permettez, on reviendra sur, bien sûr, le service, le secteur des services. Et là, la plus grande attraction que nous avons, c'est le lac Tanganyika. Quand on parle du lac Tanganyika, vous saurez que c'est la plus grande réserve d'eau douce dans le monde. Le deuxième lac le plus profond du monde, avec une centaine d'espèces de poissons endémiques. Vous comprenez que les investisseurs ont vraiment beaucoup à gagner. D'accord. Alors, je vais me tourner cette fois vers Monsieur Moussadek Bali, vous qui êtes président de Sherman Hotels Azalai. Alors, comment le RIAFPI vous accompagne? Alors, d'abord, je dirais à mon frère du Burundi que pour que tous ces investisseurs viennent, il faut des hôtels. Donc, peut-être qu'Azalai ira un jour mettre un hôtel pour accueillir tous ces investisseurs qui vont venir prospecter les potentiels. Alors, nous, comme je le disais, nous avons travaillé avec 10 agences de promotion des investissements, puisque nous sommes présents dans 10 pays qui sont membres du RIAFPI. Cette idée d'avoir une agence où un investisseur peut trouver tous les services publics, parce qu'auparavant, et moi quand j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, il fallait aller de service en service, ne serait-ce que pour créer une entreprise, ça prenait des mois et des mois, parce qu'il fallait aller de service en service. Chaque fois qu'il y avait une autorisation à recueillir auprès d'un service public, on allait dans ce service public. Est venue cette idée, au tout début des années 90, de mettre tous ces services sous le même toit. Donc c'est ça qui a donné naissance aux agences de promotion des investissements, où un investisseur vient, il va trouver le greffe du tribunal, il va trouver la caisse de sécurité sociale pour déclarer ses salariés, et enfin il va trouver tous les services publics qui ont besoin de constater la création d'une société, et aussi l'investisseur va trouver toutes les informations dont il a besoin sur une économie. Il vient de le dire, il a parlé du Burundi, le potentiel, le code des impôts, le code des investissements. Et cette agence aussi est l'agence par laquelle les investisseurs passent pour agréer un projet au code des investissements pour pouvoir bénéficier notamment des exonérations fiscales. Donc, moi, j'avoue que c'est un outil fantastique pour, je dirais, améliorer le climat des affaires,
pour attirer beaucoup plus d'investisseurs. Ça fait que ça réduit le temps qu'un investisseur place dans les différentes administrations publiques. Ça fait aussi qu'on a sous un même toit tout le monde pour pouvoir obtenir l'agrément en code des investissements. Et j'avoue que nous, dans les 10 pays où le groupe Azala est présent, le fait de travailler avec les agences de promotion des investissements, ça nous a beaucoup facilité nos programmes d'investissement. Justement, vous êtes présent dans 10 pays. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez fait pour vous implanter dans ces différents pays? Quels ont été les défis? Les défis sont énormes. Hein. Comme je vous l'ai dit au tout début, nous avons commencé en 1994 avec le rachat du Grand Hôtel de Bamako au Mali. Et après, on est allé au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Conakry, au Niger et au Cameroun. Dès que nous voyons qu'un pays a un potentiel, à savoir il y a une demande de services hôteliers et que nous pouvons apporter quelque chose, nous faisons des prospections, nous faisons une étude de marché. Une fois qu'on est convaincu que le groupe Azala peut apporter un plus dans l'industrie hôtelière de ce pays, en ce moment, soit nous cherchons un terrain à acheter, on fait un greenfield, ou bien nous faisons ce qu'on appelle le brownfield, c'est-à-dire nous trouvons un hôtel à reprendre. Les 15 premières années de la vie d'Azala, on a participé à des appels d'offres de privatisation. Donc, on a repris des hôtels qui appartenaient à l'État. On les rénove, on les met sur le marché. Et après, il n'y avait plus d'hôtels appartenant à nos États. C'est là qu'on a commencé à acheter des terrains. Donc, on achète un terrain ou bien on reprend un hôtel. On fait des études pour rénover ou pour construire. On cherche les financements. On contracte avec des entreprises. On construit. On recrute. On forme. Et on ouvre l'hôtel au public. C'est ça qu'on a fait. Vous avez une grande expérience aujourd'hui. Alors, quel est le message que vous pourrez faire passer aux entrepreneurs qui veulent bien investir dans le domaine, par exemple, hôtelier? Alors, d'abord, le premier message, c'est que le narratif sur le continent africain, il est biaisé. Souvent, on présente l'Afrique comme un continent à très haut risque. Et ce risque-là n'a rien à voir avec le risque actuel. La preuve, le groupe Azala Hotels est parti d'un hôtel de 77 chambres et aujourd'hui, on possède 11 hôtels avec 1400 chambres et on a créé plus de 4000 emplois directs et indirects. Donc, et avec des retours sur investissement qui sont très confortables. Donc, premier message, c'est que l'Afrique est un continent d'opportunités. Certes, il y a des défis, mais c'est un continent d'opportunités. Et le risque qu'on entend et qu'on voit sur les plateaux des grandes chaînes internationales est complètement exagéré. Deuxièmement, il est de plus en plus facile d'investir dans nos pays parce que justement, on a instauré des agences de promotion des investissements et aujourd'hui, tous les pays cherchent à attirer de l'investissement. Troisièmement, le continent africain est un continent qui a aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants, 2,5 milliards dans 25 ans. Donc, clairement, c'est aujourd'hui, surtout si on réussit la ZLECAf, l'intégration, c'est clairement, dans 25 ans, ça va être le plus gros marché de consommateurs au monde. Donc, c'est maintenant qu'il faut investir. Et dernier point, c'est quand même un continent, malgré tout, les crises politiques, les coups d'État, les rébellions, tout ce que vous voulez, c'est un continent, malgré tout, qui voit son économie se développer, une classe moyenne qui se développe avec un pouvoir d'achat. Et ça, c'est un marché fantastique. Et j'encourage tous les investisseurs, qu'ils soient africains ou non africains, à investir sur le continent. D'accord. Alors, le message est passé. Monsieur Dr Révérien, vous qui êtes directeur de l'Agence de développement du Burundi, alors dites-nous quels sont les projets justement que vous proposez, par exemple, aux investisseurs étrangers ou locaux? On peut dire déjà, il y a des projets, par exemple, de construction des logements sociaux. Il y a des projets, bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas sûr que le temps le permettrait. Il y a beaucoup de projets. Il y a des projets, par exemple, de traitement, de distribution d'eau potable dans les quartiers du sud de Bujumbura. Il y a les projets de construction des chemins de fer à écartement standard. Il y a les projets de construction des routes nationales
Il y a vraiment des projets voilà, d'exploration, d'exploitation des minéraux dont je vous ai déjà parlé. Il y a des projets d'implantation des usines, de transformation donc, des produits agricoles, ainsi de suite. Voilà, donc il y a pas mal vraiment de projets. Est-ce qu'à votre niveau, vous accompagnez les investisseurs locaux? Oui. Notre mission, c'est, si vous voulez, nous, en tant qu'agent de développement du Burundi qui nous a été assigné, c'est justement de servir d'interlocuteur de tous les investisseurs locaux et étrangers à la recherche d'opportunités d'affaires au Burundi. Vous comprenez que les investisseurs locaux aussi sont dedans. Maintenant, au niveau de l'accompagnement, il y a, je dirais, beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour les accompagner. On va même, pour ceux qui viennent de l'extérieur par exemple, on va de l'accueil à l'aéroport, de la création des sociétés, c'est de notre agence, à l'accompagnement dans les différentes structures étatiques pour les divers services dont tu peux avoir besoin, sans oublier même qu'il y a des avantages du code des investissements qui leur sont accordés, notamment les exonérations et même les réductions des bénéfices donc sur les sociétés. Et on va dire que le climat des affaires, il est au beau fixe au Burundi? Je dirais que le climat des affaires est en constante amélioration, mais tout simplement, ces dernières années, il y a des avancées significatives qui ont été réalisées. D'autant plus qu'on continue à s'améliorer en termes d'abord de réduction de la corruption, on continue à s'améliorer en termes, même si vous voulez, de réformes institutionnelles, légales, ainsi de suite. Maintenant, on vient par exemple de mettre en place un comité de concertation et de dialogue public-privé qui nous permettra effectivement de rester à l'écoute des investisseurs privés et de conduire des dialogues nous permettant de relever tous les défis qui sont là et de proposer des solutions qui soient appropriées. Tout ça toujours dans le sens d'améliorer le climat des affaires au Burundi. D'accord. Alors on parle justement de la 7e conférence annuelle du RIAFPI. Vous, en tant que promoteur voilà, d'une chaîne hôtelière, alors qu'est-ce que vous attendez d'une telle rencontre? Quelles sont vos attentes? La première, c'est que je souhaite ou je propose, je suggère à ce que chaque agence membre de ce réseau, il y en a 22, chaque année rencontre leurs clients, les écoute pour voir ce que les investisseurs ont à leur dire pour améliorer le doing business dans leur pays. Ensuite, je leur recommande de faire un catalogue de ce qu'on appelle les meilleures pratiques, les best practices. On peut dire que la Côte d'Ivoire a testé telle réglementation, ça a marché, le Burundi a fait ça. Donc, on met ensemble les best practices et on les partage avec toutes les autres agences. Ensuite, je leur recommande d'essayer d'harmoniser les codes des investissements. Nous l'avons fait au niveau du droit des affaires avec l'OHADA. Il y a 16 pays africains qui sont membres de l'OHADA. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour écrire un code des investissements qui sera harmonisé? Et j'espère d'ailleurs demain, pourquoi pas, au niveau de la ZLECAf, avoir un code des investissements qui sera harmonisé au niveau de l'Afrique. Ensuite, j'aimerais que ce réseau d'agences de promotion des investissements puisse travailler aussi sur le narratif sur le continent africain. Parce que nous, les Africains, nous souffrons beaucoup, surtout nous, les investisseurs, nous souffrons beaucoup du fait qu'on dit que l'Afrique est risquée alors que ce risque est exagéré. À partir du moment où ce risque est exagéré, on le retrouve dans les taux d'intérêt que nous payons lorsque nous nous endettons pour faire nos investissements. Donc, pour pouvoir faire baisser ce taux que les financiers nous prennent, il faudrait que ce réseau d'agences puisse travailler sur le narratif parce que finalement, l'Afrique est beaucoup, beaucoup moins risquée que ce qu'on en dit. D'accord. Alors, en termes de partenaires, avez-vous des partenaires africains ou uniquement à l'international? Oui, nous, chaque fois qu'on fait un projet dans un pays, par exemple, si nous décidons de nous installer au Gabon et de faire un Nazalai au Gabon, nous allons créer une société. Nous allons passer par l'agence de promotion des investissements pour créer la société, pour bénéficier du code des investissements et nous allons nous associer à des investisseurs gabonais. Dans les 10 pays où nous sommes installés, nous avons créé des sociétés de droit local
et nous nous sommes associés à des investisseurs de ces pays. Maintenant, si vous le permettez très rapidement, allez-y. Quelques messages quand même, parce que là, on a parlé d'agences de promotion des investissements, on a parlé d'investisseurs, quelques messages à l'endroit de nos gouvernants, des politiques. Nous souhaitons, nous en tant qu'investisseurs, que l'Afrique soit décloisonnée. Nous avons 54 États sur ce continent et nous sommes cloisonnés. Il faut décloisonner, il faut aller vraiment vers une intégration de nos économies pour avoir un marché unique. Il faut faire en sorte qu'en tant qu'Africains, nous puissions aller partout sur le continent africain sans qu'on nous demande un visa, qu'on ait un passeport qui nous permette, moi, le Malien, d'aller dans les 53 autres États sans un visa. Ensuite, il nous faut des connexions aériennes et surtout qui ne coûtent pas cher. Voyager en Afrique coûte excessivement cher. Et puis, il faut développer les infrastructures routières, les ports, les aéroports, pour qu'on puisse commercer entre nous, parce que le commerce intra-africain, c'est 15%. En Europe, c'est 70%. En Asie, c'est 50%. Ce sont de très belles propositions. Voilà. Alors, vous, en tant que chef d'agence de développement du Burundi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? De cette rencontre, on attend beaucoup de choses. Premièrement, vous venez de voir que déjà, je viens de me retrouver avec un grand investisseur sur ce plateau. Et pour moi, donc, je dirais que c'est une chance qui m'est offerte de pouvoir rencontrer les gens dont on a besoin. Et premièrement, j'étais en train de lui dire, avant qu'on vienne ici, qu'on a besoin de voir son hôtel 5 étoiles au Burundi, d'autant plus que nous sommes même prêts de lui octroyer un terrain, comme son Excellence spécial, le président de la République, l'a déjà promis pour ceux qui viendraient investir au Burundi dans son domaine. Et puis voilà, on a pu aussi rencontrer d'autres personnalités ici influentes qui ont participé à la création même de ce réseau. Et donc, par ces gens-là, il y a des échanges bénéfiques et réciproques. Voilà, donc je pense qu'en participant à cet événement, nous sommes venus aussi avec nos cadres qui vont bénéficier d'un renforcement de compétences, ce qui va nous permettre effectivement de conduire efficacement nos missions. Et ça nous permet aussi d'être sur un plateau comme ça, de pouvoir présenter nos opportunités d'investissement et toucher une grande cible et des gens qui pourraient effectivement venir profiter de ces opportunités qui existent au Burundi. D'accord. Alors vous, en tant qu'agence, comment le RIAFPI vise-t-il à promouvoir la francophonie économique? La première chose, c'est qu'effectivement, il ne suffit pas maintenant de se retrouver en train de parler une même langue et comme si cela suffisait. Effectivement, parce qu'on risque d'être, je dirais, cramponné sur les aspects juste culturels, alors que le monde, la mondialisation actuellement, le monde évolue, eh bien, il faut que l'économique suive aussi le culturel, ainsi de suite, pour qu'effectivement, nos agences qui sont chargées donc, de ces missions-là nobles de promotion des investissements puissent voir leur mission avancer par l'aide justement de cette institution. Cela nous permettra effectivement de nous voir, de nous retrouver dans cet espace de la francophonie, mais en même temps qui amorce, je dirais, le développement, l'émergence et le développement dont on a besoin. Alors, pour le mot de la fin, quelles sont les stratégies que le Burundi peut mettre en place pour inviter le RIAFPI, dont vous faites d'ailleurs partie, à atteindre encore de meilleurs résultats? La première chose, c'est d'être membre actif. Nous sommes et nous allons le rester membres actifs, qui permet effectivement de redynamiser toutes, je dirais, les interventions de RIAFPI. Mais en même temps, effectivement, donc, vous aurez compris qu'il y a pas mal de pays francophones qui n'ont pas encore adhéré. Et là, nous allons aussi porter la voix de RIAFPI plus loin pour que tous les autres pays membres de la francophonie puissent adhérer à ce réseau et que finalement, on puisse porter notre voix plus loin en étant ensemble. Autre chose, nous sommes en train de tâcher
de présenter le Burundi dans sa vraie face au monde. Parce que quand les gens voient le Burundi, même maintenant si vous allez honnête, vous allez trouver que c'est un pays là où il y a eu des crises, et ainsi de suite, comme si le risque est énorme, alors que nous venons de le démontrer avec l'organisation de la table ronde qui a eu lieu du 5 au 6 décembre, que tous les pays, tous les investisseurs du monde entier peuvent venir au Burundi et y passer des jours et voilà donc retourner dans le pays sans aucun problème, et que partant, le Burundi c'est un pays dans lequel on peut aller investir et gagner de l'argent. Comme ça, on sera en train de contribuer pour que l'espace de la francophonie... Voilà qui est dit. Voilà. Alors, Monsieur Mossadegh, vous en tant qu'investisseur, votre mot de la fin? D'abord, féliciter ce réseau, les remercier de m'avoir invité, remercier le gouvernement du Gabon pour toutes les facilités qui ont été mises à notre disposition et les encourager à continuer dans cette voie de la promotion des investissements parce que nous sommes un continent où la population est très jeune, 70% est très jeune. Nous avons besoin de créer des dizaines de millions d'emplois chaque année pour ces jeunes-là, pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller en Europe, en Amérique et mourir en mer ou dans le désert. Donc, je les encourage à continuer à faire la promotion de l'investissement en Afrique, la promotion du continent, et j'invite tous les investisseurs à venir créer de la richesse et de l'emploi sur notre continent. Voilà, donc les pays de l'espace francophone sont encouragés à promouvoir l'entrepreneuriat dans leur espace. Et c'est tout donc pour ce plateau spécial délocalisé. Voilà, j'avais en ma compagnie monsieur le docteur Révérien Nizigui Imana. Voilà, il est directeur de l'ADP, l'Agence de développement du Burundi. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Et juste à ma droite, j'avais M. Mossadegh Bali, il est fondateur du groupe Azalaï Hotels. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci, madame. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Restez sur Gabon 24. L'actualité est en continu.